Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres de votre édition du 22h ce soir. Va-t-on assister à une nouvelle campagne à 40 jours du premier tour à la présidentielle après le grand rassemblement de Villepinte? Le candidat Sarkozy déplace le débat sur le front européen et met la pression sur le favori des sondages. Mais François Hollande n'entend pas se laisser imposer le rythme de cette campagne. Alors, qui mènera la danse électorale au premier tour? Invité du 22h ce soir, Michel Sapin en charge du projet présidentiel pour le candidat PS et analyse à suivre de François Dorcival et de notre chroniqueur Jean-Louis Gombault. Cette semaine, les candidats ont l'œil fixé sur une date et une heure, vendredi 16 mars à 18h. Après, il sera trop tard pour déposer les fameux 500 parrainages au Conseil constitutionnel. Philippe Poutou du NPA est bien parti. Marine Le Pen fait le forcing. Dominique de Villepin pourrait jeter l'éponge. Et enfin, Corinne Lepage va jusqu'à donner son téléphone portable sur Twitter. Bref, les élus sont appelés à la rescousse. Les images diffusées par la télévision syrienne sont difficilement soutenables. Une cinquantaine de femmes et d'enfants retrouvés poignardés ou égorgés dans la ville de Homs. Le régime de Bachar el-Assad rejette ce soir la faute sur des gangs terroristes. L'opposition syrienne attribue ce massacre aux forces gouvernementales. Et pendant ce temps, les diplomates à l'ONU se déchirent sur la réponse à apporter à cette situation. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Après le grand meeting de Villepinte qui a tourné à la démonstration de force dimanche, Nicolas Sarkozy a de nouveau détaillé ce soir ses propositions qui font débat et notamment sa volonté de renégocier les accords de Schengen si rien ne change dans les 12 mois. Et le président candidat a aussi entamé une nouvelle séquence ce soir avec une annonce liée la nationalité à la fiscalité dans la cible du président candidat ce soir. Les exilés fiscaux, on l'écoute. Schengen, la décision a été prise en 1985. L'application de Schengen, c'est 1995. Ça fait donc 17 ans. 17 ans et ça ne fonctionne pas. Le traité que M. Hollande veut renégocier, il a un mois. Et vous comprendrez que ce n'est pas la même chose que de vouloir rediscuter d'un traité qui ne fonctionne pas et qui a 17 ans, et d'un traité qui a un mois et qui fonctionne. Moi, je souhaite que la fiscalité et la nationalité maintenant soient liées. L'exilé fiscal, c'est celui qui veut rester français pour la nationalité, mais qui ne veut pas rester en France pour la fiscalité. Tout exilé fiscal, c'est-à-dire toute personne qui est partie à l'étranger, dans le seul but d'échapper à l'impôt français, devra déclarer à l'administration française ce qu'il a payé comme impôt à l'étranger, et si c'est inférieur à ce qu'il aurait payé sur les revenus de son capital en France, on lui fera payer la différence. Et le candidat socialiste a réagi ce soir aux propositions de son adversaire autour de l'Europe, mais aussi et surtout il a décrit, vous allez le voir, la stratégie électorale de Nicolas Sarkozy faite, selon lui, d'improvisation. On écoute François Hollande. Nicolas Sarkozy va tout tenter. Vous connaissez sa situation, il est le candidat sortant, il a un bilan qui ne peut pas être une fierté, mais plutôt un boulet. Il n'a pas de projet, il n'a pas présenté un texte, un document, des propositions. Alors, il cherche à improviser. L'actualité, c'est un traité qui vient d'être signé par Nicolas Sarkozy, qui va mettre de l'austérité partout. Et lorsque j'ai dit moi-même que je voulais renégocier ce traité, qu'ai-je entendu? Je dis, mais vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit, ce traité vient d'être signé, il n'est même pas ratifié. Et qu'est-ce que j'ai dit? C'est qu'il fallait mettre de la croissance, de l'activité, de l'emploi, parce que c'est ce dont nous avons besoin. Et voilà que Nicolas Sarkozy, en perte d'inspiration, vient dire, moi je vais négocier 3 traités. 3 traités qui sont déjà non seulement signés, mais ratifiés. Écoutez, un peu de sérieux. Je ne vais pas me laisser entraîner dans je ne sais quelle surenchère. Et j'ajoute que François Hollande s'est engagé aujourd'hui, s'il est élu, à autoriser la levée du secret défense sur tous les documents concernant l'affaire Karachi et à laisser, je cite, les juges travailler en toute indépendance. À Villepinte, dimanche, on s'attendait à la présentation d'un programme, celui de Nicolas Sarkozy. À la place, le président candidat a déplacé le débat sur le front européen. Un appel du pied à la fameuse France du non, qui a pris la forme d'un double ultimatum à l'Europe sur l'immigration et sur l'économie. On voit tout cela avec Mounir Soussi. À Villepinte, Nicolas Sarkozy a voulu parler à la France du non, celle qui avait rejeté le traité constitutionnel en 2005. Mais pour les souverainistes de tous bords, il est mal placé pour porter une autre vision de l'Europe.
c'est une plaisanterie. Celui qui a bafoué le vote du non, qui a signé Lisbonne, qui est en train de négocier un traité de soi-disant stabilité, c'est-à-dire de récession, qui se fait passer pour le défenseur d'une autre Europe. Mais personne n'est dupe. En menaçant de s'affranchir des accords européens, Nicolas Sarkozy fait un pas dans le jardin du front de gauche. Jean-Luc Mélenchon se félicite que le président le suive sur ce terrain. Mais pour les soutiens du candidat d'extrême gauche, les actes du président ne sont tout simplement pas en accord avec son discours. Il y a quelques jours encore, interrogé sur le nouveau traité européen qu'il vient de signer, est-ce que vous êtes prêt à consulter les Français? Il a dit non, on ne peut pas faire de référendum sur l'Europe. Donc qu'il ne vienne pas nous dire aujourd'hui qu'il veut réconcilier la France avec ceux qui ont voté non. Un positionnement décrié par un autre tenant du non. Jean-Pierre Chevènement ne peut pas donner de crédit à la nouvelle posture du président de la République. Monsieur Sarkozy n'est pas crédible, car toutes les promesses qu'il a faites, il les avait déjà faites, et il ne les a pas mises à exécution. Donc comment le croire ? Nicolas Sarkozy n'a pas convaincu les responsables politiques eurosceptiques. Ce soir, à la télévision, il essaiera de persuader les Français qui, eux, ont voté non à 54%. Et nos invités ce soir, je vous les présente avec plaisir. Michel Sapin, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous en charge du projet présidentiel pour le candidat François Hollande et aussi député socialiste de l'Indre. Interview à suivre ensemble. François Dorcival, bonsoir. Bonsoir. Éditorialiste à Valeurs Actuelles et auteur du nouveau roman de l'Élysée aux éditions du Rocher, on va en parler. Et notre chroniqueur Jean-Louis Gombault. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Michel Sapin, première réaction de cette annonce ce soir de Nicolas Sarkozy sur le plateau de TF1, lier donc la nationalité à la fiscalité, c'est-à-dire créer un impôt lié à la nationalité pour viser les exilés fiscaux, c'est une bonne mesure? Oui, c'est le désordre total. Nicolas Sarkozy, c'est celui qui avait fait voter le bouclier fiscal pour empêcher que l'on parte à l'étranger. Il a constaté que personne ne revenait et que certains continuaient à partir. Nicolas Sarkozy, c'est celui qui a critiqué François Hollande il y a quelques jours lorsque celui-ci a proposé de créer une nouvelle tranche à 75% au-delà d'1 million de revenus par an. Et il a dit lui-même, je comprends que dans ces cas-là, on quitte la France. Et donc le même qui a été en quelque sorte le soutien, celui qui a encouragé à l'exil fiscal, aujourd'hui voudrait se rattraper avec une mesure de cette nature. On voit qu'il a perdu pied et qu'au lieu de nous proposer un projet en bonne et due forme, avec sa cohérence, avec l'ensemble des éléments qui pourraient être discutés avec les uns et les autres, c'est ça la démocratie, il part dans tous les sens, il part dans le désordre, il part dans le manque de cohérence. Vraiment, ça n'est pas digne, me semble-t-il, d'une campagne comme celle-ci. Au-delà de cette incohérence que vous pointez du doigt, est-ce que la mesure en elle-même, prise toute seule, est-ce qu'elle est la nécessité de sanctionner ceux qui quittent la France pour payer moins d'impôts, tout en souhaitant rester français, c'est leur droit de vouloir rester français, cette nécessité, elle s'impose. Nous l'avons d'ailleurs proposé depuis des années et des années dans chaque discussion budgétaire où nous avons proposé ce qu'on appelle une exit tax pour reprendre, puisque c'est la mode des termes américains. Nous l'avons proposé des années et des années. Elle vient juste d'être votée, mais elle n'est toujours pas applicable parce que les décrets d'application n'ont toujours pas été pris. Donc c'est toujours la même chose. Il avait plusieurs années comme président de la République, même comme ministre de l'économie et des finances, il a été avant ministre de l'économie et des finances, pour mettre en place des dispositions comme celle-ci, et il découvre le jour de sa candidature qu'il y a quelque chose d'insupportable. Il avait 5 ans pour rectifier ce qu'il considère comme aujourd'hui insupportable. Nous allons parler ensemble des autres sujets de fond. Jean-Louis Gombault, donc sur cette proposition ce soir, création d'un impôt lié à la nationalité. C'est nouveau, d'abord. Oui, c'est nouveau. Nouveau. C'est très nouveau. Et alors, ça vient juste d'être annoncé par le président de la République. Je m'interroge sur la cohérence avec le code de la nationalité. Est-ce qu'il est possible de déchoir quelqu'un de sa nationalité à partir d'une mesure de ce genre? C'est quelque chose que j'ignore. Je ne sais pas si François est au courant, mais il y a un code de la nationalité en France. Donc, et ensuite, il y a un deuxième aspect. Ce sont les conventions fiscales que nous signons avec les autres pays. Quelqu'un qui déclare qu'il va se fiscaliser en Suisse, c'est quelque chose de parfaitement légal. On a tout à fait le droit de lui imposer la fameuse exit tax, mais je ne vois pas comment ça pourrait passer dans une convention fiscale qui est déjà signée avec les Helvètes en disant celui-là sera sanctionné par une perte de sa nationalité alors qu'il applique une disposition qui est un accord international légal.
François Dorcival, sur le plan politique, symbolique, est-ce qu'on a l'impression que c'est la réponse justement à l'idée, à la proposition de François Hollande sur la taxation à 75% des plus riches? Est-ce que c'est le cas? C'est-à-dire que la proposition de François Hollande, c'est déjà une exit tax d'une certaine façon, puisque c'est pousse au crime. La question, c'est en effet de criminaliser de commettre le crime. Voilà, c'est la criminalisation à travers la déchéance de nationalité, qui est un sujet nouveau que nous découvrons ensemble. Ce que je veux dire dans tout ça, c'est que vivent les campagnes présidentielles qui permettent ce genre de débat d'être soumis à l'appréciation du public. Parce que, au fond, chaque intervention permet non seulement d'exposer un programme, des projets et des propositions nouvelles, mais de débattre. Parce que finalement, oui, ce sont des réponses les unes aux autres. Et c'est en cela que c'est intéressant. Michel Sapin, on a un sondage, il vaut ce qu'il vaut, hein, ce sont encore des tendances ce soir, selon lesquelles donc, il y a un resserrement, un rapprochement en tous les cas au premier tour. Nicolas Sarkozy donc crédité de 28% des intentions de vote contre 28,5% pour François Hollande. Le sondage IFOP Paris Match fiducial. Est-ce que si cette tendance se confirme, elle peut changer votre stratégie dans cette campagne, ou est-ce que le cap est là et vous avancez? Tout ça ne change rien. La situation anormale, c'est que dans les sondages, à ce stade-là de la campagne, le président sortant, candidat aujourd'hui, candidat de la droite, d'une grande partie de la droite, ne soit pas en tête dans les sondages. C'est la caractéristique parfaitement anormale. C'est la première fois qu'un président sortant n'est pas en tête dans les sondages. Donc on ne va pas se polariser sur le demi-point en plus ou le demi-point en moins. Je ne vais pas non plus vous dire, regardez au deuxième tour, ça reste toujours aussi stable avec une avance considérable pour François Hollande, parce que le deuxième tour n'est pas aujourd'hui joué. Bien entendu, le deuxième tour n'est pas joué, d'autant moins que le premier tour n'a pas encore eu lieu. Donc vous savez, François Hollande, il y a longtemps qu'il est parti. Il y a longtemps qu'il a tracé son chemin. Il y a déjà maintenant plusieurs semaines qu'il a fait un vrai projet, qu'il a mis en place ces propositions, cette cohérence. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui est dans l'improvisation, dans l'accélération, dans la décélération. Vous le dites et vous le répétez, Michel Sapin. Oui, il a mis sur la table, non, c'est important ce programme, les 60 propositions avec la taxation pour les plus riches. Il y a eu la 61e proposition. Est-ce qu'il y en aura une 62e, 63e? Non, mais ce n'est pas une 61e proposition. Elle est parfaitement dans la cohérence du reste, comme vous le savez. Elle est parfaitement dans la cohérence. Et elle est la réponse aussi, une forme d'indignation à une information qui avait été donnée sur une évolution qui paraissait très disproportionnée par rapport à la situation des Français sur la rémunération des principaux responsables d'entreprises françaises. Donc on est tout à fait dans cette cohérence. On ne peut pas mener une campagne sérieuse, importante, où il faut offrir des choix, où il faut montrer aussi sa stabilité, sa cohérence personnelle, sa capacité à tenir le coup par rapport à la lourdeur et la longueur d'une campagne, comme ça en partant toujours d'un pied sur l'autre, en sautant d'un pied sur l'autre, comme le fait aujourd'hui le candidat sortant. François Dorcival, c'est vrai qu'on a tous l'œil rivé sur ces sondages. Il y a ce rapprochement. Ce soir, il sera confirmé probablement demain. Est-ce qu'il est important, ce resserrement? Ah ben naturellement, il est important. Qu'est-ce qui va changer alors? Non, mais à quoi servait le meeting de Villepinte? Le meeting de Villepinte, c'était la réponse au meeting du Bourget. Le meeting du Bourget, dans la campagne de François Hollande, a été une étape décisive. Décisive, comme l'a été, il y a 10 jours maintenant, l'annonce du super impôt de 75%, plus la CSG, etc., sur les patrimoines supérieurs, sur les revenus patrimoine supérieurs à 1 million d'euros. Oui, les sondages sont importants parce que, en effet, toute démonstration mobilise, stimule, encourage ou décourage. C'est évident. Et d'ailleurs, François Hollande est le premier à bien le comprendre, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, étant sur la crête de ses propres sondages premier tour ou second tour, ou les deux, eh bien, il fait très attention à ne pas commettre le moindre écart dans ce domaine. Allez-y, Jean-Luc. Oui, moi je pense que ça change énormément psychologiquement, ne serait-ce que pour les militants. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on disait qu'il n'y a que Sarkozy qui y croit. Donc dans la mesure où vous passez légèrement, même légèrement devant, rappelez-vous quand Chirac
a arrêté sa chute et est passé devant Balladur, évidemment, c'était le même camp, quelque part. Mais ça change quelque chose pour les gens. Jusqu'à présent, la tactique de M. Hollande était assez simple. Il gère une avance et de temps en temps, un petit coup d'accélérateur, comme les fameux 75%. Si, évidemment, le problème du deuxième tour est majeur pour M. Sarkozy, mais si, là, on a l'écart qui se resserre et il y a un petit avantage ça change la façon dont M. Hollande va devoir mener sa campagne. Eh bien, non. Voilà la réponse. Eh bien, non, mais l'analyse est parfaitement libre. Vous avez le principal artisan du projet présidentiel. Mais ça ne change pas. Parce que je pense qu'une campagne comme celle-ci, je le répète, c'est quelque chose de trop sérieux pour être simplement une sorte d'agitation au gré des sondages. Que les Français ont le droit à une analyse du passé, que ce soit en termes de critique, nous critiquons le bilan, mais il devrait défendre son bilan, le président sortant. Il ne le fait pas, parce qu'il sait que ce bilan est indéfendable. Et on devrait être dans la projection. On devrait dire, il y a 5 ans devant nous, il y a une cohérence dans ces 5 ans. On n'est pas là, simplement, je le répète, à sautiller d'une mesure à l'autre, pour essayer de grappiller, intéresser. On n'est pas là pour intéresser les Français. On est là pour leur proposer des solutions. C'est ce que fait François Hollande. Malheureusement, je crains que ce ne soit pas ce que fait Mais quand même, vous aurez du mal à le reconnaître, mais cette affaire d'impôt dit à 75%, c'est d'une certaine façon un coup d'éclat sur un point très particulier qui ressemble furieusement à ce que vous critiquez chez Nicolas Sarkozy. Eh bien non. C'est la cohérence. Non, mais pourtant, le projet était 45%. Madame Aubry avait proposé 50%. Monsieur Cahuzac avait dit 60%. Il y avait même dans le Parti socialiste. Donc, en fin de compte, on est dans la cohérence, on est dans la suite. Monsieur Sapin, vous avez dit non, non, non. Il le dit 3e fois. Autre sujet abordé ce soir et à Villepinte, ce sont les accords de Schengen. Et plus précisément, sur l'espace Schengen. Est-ce que pour vous, Michel Sapin, rien n'est à revoir, rien n'est arrivé sur cette énorme frontière externe? Est-ce qu'il n'y a rien à faire? Tout cela est tellement à revoir que c'est déjà commencé. Depuis déjà longtemps. Nicolas Sarkozy ne le sait pas? Mais non, c'est ça qui est toujours très étonnant avec Nicolas Sarkozy. C'est qu'on a l'impression qu'il découvre aujourd'hui des situations qu'il serait censé connaître depuis longtemps. Par exemple, la semaine dernière, il a découvert que les principales entreprises françaises payaient beaucoup moins d'impôts que les plus petites des entreprises. Il le découvre. Sur Schengen, qu'est-ce qu'il aurait découvert? Je découvre qu'il n'a pas découvert cette affaire, puisqu'il y a 1 an et demi, lui-même a proposé qu'il y ait de nouvelles négociations sur cette question. Et il n'a pas découvert. Mais je parle de Schengen. Et il n'a pas découvert qu'il fallait des négociations sur Schengen, parce que ces négociations, elles sont en cours actuellement. Mais elles sont au point mort, dit-on. Mais elles ne sont pas du tout au point mort. Elles sont en train d'avancer. Ou alors, si elles étaient au point mort, c'est dommage que le ministre de l'Intérieur français ne soit pas présent à Bruxelles pour discuter de ce qui est en train d'être discuté. Donc, sur la question de Schengen, qui date effectivement d'il y a 17 ans, dont 10 ans où lui-même était en responsabilité d'une manière ou d'une autre, et quand on est ministre de l'Intérieur, on est sacrément responsable de la politique de l'immigration, et il n'a rien vu, il ne s'est rien passé, et il n'a pas agi. Mais vous êtes d'accord avec sa proposition? Donc ils vont faire quelque chose sur cet espace. Il faut faire très attention à une chose. Agir ponctuellement pour que des dispositifs soient plus efficaces. C'est le travail d'un politique, d'être toujours plus efficace, de rechercher l'efficacité. La posture, parce que là il est dans la posture, qui consiste à prendre l'Europe comme bouc émissaire et les immigrés comme la cause de tous les maux de l'Europe et de la France, ça n'est pas admissible. Il n'y a pas de problème à la frontière entre la Grèce et la Turquie. On nous dit que chaque nuit des camionnettes venues d'Istanbul débarquent des dizaines et des dizaines de migrants à la frontière. C'est une voie d'accès à l'Europe. Je répète que là, comme ailleurs, lorsqu'il faut améliorer, on améliore. C'est le rôle d'un homme politique. Que ne l'a-t-il pas fait auparavant lorsqu'il était ministre de l'Intérieur ou président de la République? Et je pense au contraire qu'on ne doit pas être dans la posture. Améliorer, oui. Venir au secours de pays comme la Grèce qui sont en grande difficulté et qui donc n'ont pas les moyens pour mettre en œuvre les dispositifs qui sont nécessaires, oui, mais ne pas prendre ni l'Europe ni les immigrés eux-mêmes comme bouc émissaire de la situation de la France. Faux sujet, faux débat? Non, au contraire, c'est un vrai débat. C'est un vrai débat, et tant mieux, là encore, s'il est posé par cette campagne présidentielle. C'est un vrai débat. Mais dire que ne l'a-t-il fait chaque fois qu'il avance une proposition, c'est une attitude assez étonnante. Pourquoi? Ou étrange? Parce que ça signifierait que, de toute façon, quoi qu'il propose, on lui répondra, mais que ne l'avez-vous fait? Donc, on ne peut pas être dans ces conditions candidat
à sa succession. J'ajoute... C'est pas d'aujourd'hui, Schengen. Non, mais je suis bien Il y a d'accord. 17 ans. Vous avez vu... Mais il s'est passé des choses depuis. Non. Mais comme Dans ces le monde, ces difficultés-là, elles existent depuis Non, mais longtemps. ça ne signifie pas qu'un tel traité ne mérite pas d'être réformé. Vous avez raison en disant qu'il y a un an, un peu plus d'un an, nous avons suspendu certaines clauses de ce traité en raison de l'immigration massive de Tunisiens vers l'île de Lampedusa et la France. Donc nous nous sommes mis dans une situation, en effet, de fait. Cela ne signifie pas que cette question ne puisse pas être posée. Il y a Schengen, il y a aussi... Et d'ailleurs, vous le ferez il y a aussi si vous étiez élu. Le protectionnisme qui est de retour, semble-t-il, sur le plan économique. Jean-Louis, je vais vous demander d'en parler dans un instant. On va d'abord regarder ce que signifie ce Buy European Act, ou plus simplement acheter européen, peut-être. Les détails avec Jérôme Rabier. Favoriser les entreprises européennes dans les contrats publics, une idée directement inspirée des États-Unis. L'Europe, elle n'est pour l'instant que peu protégée. Seules des incitations existent sans aucune obligation. Ce qui fait naître un vrai sentiment d'injustice pour les entreprises françaises notamment. Il ne faut pas qu'on soit, si vous voulez, les naïfs. Nous, on se fait avoir parce qu'on ne veut pas mettre de mesures de protectionnisme. Il faut permettre à toutes les entreprises PME d'Europe de pouvoir répondre à des appels d'offres en venant d'autres pays. En fait, c'est pour casser le protectionnisme qui est mis en place. Une proposition surprise du candidat Nicolas Sarkozy, mais qui se rapproche du juste échange évoqué dans le programme de François Hollande. Par ces mesures, l'Europe s'impose comme un enjeu majeur de la campagne. La plupart des candidats, des partis politiques sont très inquiets de la désindustrialisation de l'économie française et demandent des mesures fortes à l'échelle européenne pour protéger notre industrie de la concurrence des pays à bas salaire. La France et l'Europe, en favorisant ces entreprises et les productions sur le sol européen, appliqueraient finalement les mêmes mesures que ses concurrents mondiaux, espérant ainsi soutenir son économie en mal de croissance. Michel Sapin, c'est un gros mot pour vous, le protectionnisme. Il faut le cacher, il ne faut pas le dire. Non, j'aime pas les termes de gros mots, mais je pense que le protectionnisme n'est pas du tout une solution. Et malheureusement, c'est pas ce qu'il a dit, mais c'est ce qu'il susurre. C'est pas ce qu'il a dit, mais c'est ce qu'il susurre. C'est d'ailleurs comme ça que vous prononcez le mot de protectionnisme. Et donc les Français entendent le mot de protectionnisme. Je le dis moi clairement. Vouloir une politique de protectionnisme, c'est condamner des secteurs entiers de notre industrie. C'est condamner Airbus dans son ensemble, c'est condamner des secteurs entiers de notre industrie qui travaillent par l'exportation. Donc non, le protectionnisme n'est pas une solution, ce serait même un problème et un problème grave. Et il est coupable, Nicolas Sarkozy, quand il parle ainsi et qu'il provoque justement ce type de commentaires autour du protectionnisme. Par contre, François Hollande a été le premier, ça a été indiqué dans votre reportage, à proposer qu'il y ait un rééquilibrage et en particulier la recherche de la réciprocité. La réciprocité, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si nous ne pouvons pas aller conquérir des marchés grâce à la qualité de nos entreprises, par exemple en Chine, parce que les marchés de l'eau nous seraient fermés en Chine, à ce moment-là, il n'y a aucune raison de faciliter la prise en compte de marchés chez nous par des entreprises venant de ces pays-là. Ce juste équilibre, ça n'est pas du tout la même chose que le protectionnisme. C'est une manière d'organiser et d'ordonner le commerce international. C'est une nuance importante, mais je voudrais dire qu'on mélange beaucoup de choses dans cette histoire depuis hier. Il y a le problème des échanges commerciaux de l'Europe. L'Europe est excédentaire, donc elle n'a pas un problème. Il ne faut pas réduire l'Europe au déficit français. Et puis un deuxième aspect qui sont les marchés publics. Sur les marchés, vous citez l'exemple de la Chine par exemple. Dans les marchés publics, il y a un code de l'OMC auquel certains pays membres de l'OMC adhèrent et d'autres pas. La Chine n'en est pas membre. Donc il est absolument impossible que la Chine conquiert le marché de l'eau, quel que soit en France. On n'est pas du tout obligé de la soumettre aux appels d'offres, ainsi que tous les autres pays qui n'ont pas ratifié cet accord. Par contre, un pays comme la Pologne, par exemple, a ouvert aux Chinois l'ensemble de la rénovation des autoroutes, mais parce qu'elle est libre de le faire. Mais la France n'est absolument... Il n'y a absolument aucune invasion chinoise. D'ailleurs, vous ne pourriez pas citer... Il n'y a pas un seul exemple. Pas de ce point de vue-là. Il n'y a pas... Non, mais après que les importations chinoises nous posent des problèmes, c'est pour ça que je distingue deux choses. Mais les marchés publics français ne sont en aucun cas menacés par les Chinois ou par tout autre pays qui n'a pas signé les accords OMC en matière de marché public. Donc on mélange un peu les choses. Est-ce que vous diriez la même chose à propos des États-Unis ou à propos du Japon, par exemple? Mais je pense en particulier au Japon, sauf sur où un certain nombre de marchés nous sont fermés alors que les nôtres leur sont ouverts. Donc je ne sais pas que je veuille défendre telle ou telle position, mais oui, redonner de l'équilibre
de la réciprocité dans un certain nombre de domaines. C'est vrai qu'on mélange beaucoup de points, mais c'est le président de la République lui-même qui a mélangé beaucoup d'éléments pour essayer de provoquer justement cette réaction pro-protectionnisme que je trouve insensée et extrêmement dangereuse pour la France. Mais si on veut essayer de clarifier les choses, par le terme de réciprocité, on doit pouvoir faire chez les autres ce que l'on autorise les autres à faire chez nous. C'est ça un véritable équilibre et une capacité pour des entreprises, des nôtres, de conquérir des marchés et pour d'autres éventuellement de venir en concurrence. Sur ce point, notre ami est absolument sur la ligne de Nicolas Sarkozy et pourrait être son ministre d'État. Ou inversement. Voilà. Il a bien lu la proposition numéro 13. Nicolas Sarkozy a bien lu la proposition numéro 13 de François Hollande, qu'il a exposé lui dans un projet au Bourget, alors que j'attends toujours le projet de Nicolas Sarkozy. Ah mais écoutez, non, il est défini là. Ça y est ? Ah bah bien sûr qu'il est défini. Il y en a un tous les jours, un tous les soirs, une mesure de plus à chaque fois. Son effet, c'est son programme, son projet, c'est le désordre. Michel Sapin, pour finir sur toute autre chose, comme Ségolène Royal, comme Dominique de Villepin ou même comme François Hollande, vous êtes énarque, pas Nicolas Sarkozy, qui a souvent critiqué, j'ai pris quelques exemples, critiqué jusque dernièrement la rigidité de la pensée des personnalités issues des promotions de l'ENA, la pensée unique. Est-ce que vous avez l'impression d'être formaté, d'être tous faits dans le même moule ? Non, j'ai l'impression qu'on est un peu différents les uns des autres. C'est vrai, en quoi ? Et il ne faudrait pas que Nicolas Sarkozy fasse preuve de jalousie. Il n'a aucune raison d'en faire preuve dans ce domaine. Merci Michel Sapin d'avoir été notre invité ce soir. Merci beaucoup François Dorcival pour votre analyse et merci Jean-Louis pour l'éclairage ce soir en direct à chaud après les propositions de Nicolas Sarkozy. Merci messieurs. La suite du 22h avec tout de suite tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info. Il est préparé par Cécile Sixou. En 2012, pas de mention triche au bac. Pour sauver l'examen emblématique, Luc Châtel a planché. Le ministre de l'Éducation nationale a présenté ce matin ses mesures pour lutter contre les fraudes. Objectif, éviter une redite de l'épreuve de 2011 dont une partie avait fuité sur le net. Le ministre souhaite notamment l'accélération des sanctions. Nous proposons des décisions beaucoup plus réactives, c'est-à-dire une commission qui soit pilotée par le recteur et une commission qui se réunisse dès la fin des épreuves du baccalauréat. Colère des syndicats. Pour eux, le ministre mettrait en place un tribunal d'exception. 66 445 détenus dans les prisons françaises ce mois-ci. Un chiffre record mais inquiétant. Désormais, la surpopulation carcérale atteint 116%. Normalement, un projet de loi prévoit la création de 24 000 nouvelles places en 5 ans. Toutefois, un recours des parlementaires socialistes devant le Conseil constitutionnel pourrait le remettre en cause. Des images insoutenables, 47 cadavres de femmes et d'enfants découverts ici dans les décombres de Homs en Syrie. La télévision officielle syrienne accuse des gangs terroristes. De son côté, l'opposition attaque le régime et appelle à une intervention militaire internationale. La communauté internationale doit dire d'une seule voix, sans hésitation ni exception, que les meurtres de Syriens innocents doivent cesser et qu'une transition politique doit commencer. Les voix divergent au Conseil de sécurité de l'ONU. La Russie et la Chine s'opposent toujours à condamner le régime. Pour Alain Juppé, les autorités syriennes devront répondre de leurs actes devant la justice internationale. L'OMC a tranché, Airbus remporte son procès en appel contre Boeing. Selon l'Organisation mondiale du commerce, le constructeur aéronautique américain a faussé les règles de la concurrence internationale. L'entreprise a bien reçu des subventions illégales de la part des États-Unis. Résultat, son adversaire Airbus en a pâti et a subi un préjudice grave. L'OMC donne 6 mois aux États-Unis pour se mettre en conformité avec ses recommandations. Des gouttes d'eau, pour François Fillon, elles sont précieuses. Le Premier ministre a inauguré le 6e Forum de l'eau à Marseille. 20 000 participants, plus de 180 pays représentés pendant une semaine. Et un enjeu, réfléchir à l'accès universel à l'eau. Pour le Premier ministre, le défi est immense. Plus de 2 milliards de personnes n'ont pas d'accès à l'eau potable et à des sanitaires corrects.
La dernière page du 22h et comme tous les lundis, nous vous parlons du documentaire à suivre sur Public Sénat. Ce soir, on s'intéresse à un conflit social qui a marqué, vous vous en souvenez sûrement, l'année 2009. C'est le combat des salariés de l'usine Continentale de Clairoy. On les a appelés les Conti et c'est justement le nom de notre documentaire présenté par Simon Barbary. Bonsoir Simon. Bonsoir Sonia. Alors c'est en Voisin que le réalisateur Jérôme Palto a décidé de s'intéresser à ce conflit social. Il habite Clairoy et le matin du 12 mars 2009, il passe en voiture devant le parking et il remarque des centaines d'ouvriers rassemblés autour de pneus en feu. Alors il comprend tout de suite qu'il se passe quelque chose puisqu'au même moment à la radio, on annonce la fermeture de l'usine de pneumatiques Continental. Dès lors, il décide de filmer cette aventure humaine, de faire découvrir aux téléspectateurs un conflit social de l'intérieur et puis aussi de faire comprendre la stratégie d'une lutte radicale. Alors pour coller au plus près avec l'intimité de son sujet, sa réalisation est très épurée, il n'y a pas de commentaires, simplement des repères chronologiques et puis une caméra qui va partout, au plus près des doutes et des espoirs de ses salariés. Alors justement Simon, la réalisation est particulière parce que le conflit en soi, il est particulier. Oui, c'est particulier parce que les confédérations syndicales ne sont pas leaders de ce mouvement. Ce sont les 1120 ouvriers qui ont décidé de prendre eux-mêmes leur destin en main, de rencontrer les dirigeants. Alors ils ont décidé des actions coup de poing. Hein. On se rappelle tous, et on a tous les images en mémoire du saccage de la sous-préfecture de Compiègne. Puis ils ont aussi traversé les frontières puisque se sont rendus en Allemagne, à Hanovre, rencontrer les actionnaires du groupe Continental. Mais on n'en dit pas plus sur l'épilogue de ce conflit social puisque c'est à découvrir tout de suite sur Public Sénat. Voilà. Merci beaucoup Simon, justement c'est à découvrir maintenant. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain avec plaisir. Je vais demander à mon fils s'il voulait venir travailler à Continental pendant 2 mois. Le premier jour, quand il a démarré, le soir à 21h45, j'étais le voir. Puis il m'a dit je fais la semaine, mais après j'arrête. Et dis moi, si lundi tu ne retournes pas au boulot, tu prends toutes tes affaires et tu vas chez tes copains. Tu ne restes pas dans la maison. Eh bien, le lundi matin, il était travaillé. Il a su comprendre ce que c'est la dureté du travail dans le monde de l'industrie. Ouais. Être ouvrier, c'est là où il a compris. Là. Tout le monde disait dans la région, chez Conti, les salaires, ils sont bons. Oui, on avait... Ils sont bons parce que c'est au prix de l'effort. Ah, tout simplement. Ah, joliment dit ça. L'usine, elle est implantée ici depuis 75 ans. Ça fait partie du patrimoine de la région. J'aimais bien mon poste. Quand j'allais travailler, j'étais contente d'aller travailler à Continental. Et je me rendais malade avec mon travail, mais j'adorais mon boulot. Le travail chez Continental, c'était quand même une énorme boîte avec des bons salaires. En plus, on avait signé les 40 heures, ça assurait au moins la pérennité de l'emploi jusqu'en 2012.